Je vois que la répartition, on a beaucoup parlé de gâteaux ou de fromage, enfin bon, de gâteaux qui s'est passé comme ça. En fait, la distribution sur l'écotourisme, on a eu les quick wins, on a les projets stratégiques. Alors, on a eu une grande table. Merci beaucoup déjà à tous ceux qui ont participé. On était plus de 14 à table, ce qui n'était peut-être pas la meilleure des solutions, parce qu'on nous avait demandé de faire juste 2 tables de 8, mais on n'a pas respecté la règle. Les quick wins et le projet stratégique. Donc en fait, ce qui a été donné en priorité, c'est faire un focus sur la promotion de l'écotourisme. Donc en fait, aujourd'hui, on sait que l'écotourisme est au cœur du tourisme, mais la promotion du tourisme de Madagascar reste une promotion où on a du balnéaire, des plages, beaucoup de choses. Et donc, mon groupe de travail voudrait focaliser sur l'écotourisme. Voilà. Donc, de recentrer en fait la politique de promotion et de marketing du pays sur l'écotourisme. Ça, c'est une des premières choses. Donc, c'est assez rapide, voilà, à faire. Et c'est donc un recentrage de cela. La deuxième chose rapide à faire, c'est une meilleure valorisation économique de l'écotourisme et du capital naturel. En gros, la valeur de cet écosystème, la valeur de ce capital naturel, elle est énorme et elle est souvent pas assez valorisée. Si je vous prends un exemple, certaines choses exceptionnelles qui sont à voir dans certains pays valent des milliers de dollars pour aller les voir. Or, ici, on a des entrées dans des parcs ou dans des choses qui sont infimes et coûtent quelques euros. Donc, la revalorisation de ce capital naturel, lui donner plus de valeur, de manière à pouvoir avoir les ressources nécessaires à le protéger et à le conserver pour un tourisme durable qui est la règle de l'écotourisme. Donc ça, c'est assez facile aussi à faire et assez rapide. Donc ça va nous apporter beaucoup de touristes et ils vont payer un peu plus cher, voilà, pour pouvoir conserver. Alors, on met un peu la charrue avant les bœufs, mais ça, dans les propositions, donc ça, c'est les quick wins, c'est dans les propositions stratégiques. Du coup, c'est la formation et l'implantation et l'implication des communautés locales. C'est primordial, c'est ce qui est ressorti en premier. On sait que les aires protégées, les parcs nationaux, que ce soit les aires protégées marines ou terrestres, elles sont toujours habitées de communautés locales. Et si elles ne sont pas impliquées, si elles ne sont pas formées, si elles ne sont pas valorisées à l'intérieur de ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, mon groupe de travail a focalisé là-dessus, sur le plan stratégique. C'est vraiment l'implication de la population locale, des communautés limitrophes de toutes ces zones pour pouvoir protéger cette ressource. Et la deuxième chose, c'est la mise en place d'une stratégie d'écotourisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de stratégie nationale de l'écotourisme. Et cette stratégie, on veut que la stratégie nationale de l'écotourisme soit faite. Ça, c'est un grand plan stratégique et que ça soit orienté, non pas par il y a des stratégies touristiques, mais faire une stratégie écotouristique nationale. Voilà, merci beaucoup. J'ai épuisé mon temps. Sinon, je peux continuer. 5 secondes. 5 secondes. Ben, merci beaucoup à tous et bravo pour le cri de l'Indri. Ok, un cri de Indri pour l'écotourisme. Vous n'êtes pas très enthousiaste par rapport à cette proposition. Moi, je trouve que c'était top. Ok, bon. Il faut qu'on avance et il faut qu'on revoie la performance en termes de cri d'Indri. Bon, je repasse en fait, on avait dit qu'on pouvait poser une question, une seule question brûlante. Donc, premier arrivé, premier servi. En fait, je voudrais donner la parole à une personne qui... On fait une question d'abord ? Question d'abord. Oh, pardon, une question. Personne n'a de questions sur l'écotourisme ? Allez. Solon, merci pour la présentation.
Je m'appelle Nate, je viens également de Zavtout, qui est un incubateur et accélérateur. La question c'est pourquoi l'écotourisme elle doit être chère alors que normalement on voilà, Pourquoi l'écotourisme est doit être cher. Vous avez dit tout à l'heure ça doit être cher. Alors, c'est tout simple, c'est la valeur du capital naturel. Aujourd'hui, le capital naturel dans le monde entier est en sursis, je dirais, est en détresse. Donc, il a énormément de valeur. Et plus il sera valorisé, plus il sera protégé. C'est assez simple. Si je prends l'exemple d'une baleine, voilà, si le fait que de lui donner une valeur par exemple aujourd'hui, on va chasser une baleine, on va la tuer, elle va rapporter 10 000 $ à la vente. On va l'observer pendant 50 ans, elle va apporter 10 millions de $. Donc c'est pour ça qu'elle doit être chère. Plus elle est chère, plus on va conserver son aspect vivant. Donc tout l'aspect vivant va être beaucoup plus que mort. Mort, c'est une fois, on va couper un arbre, il va être vendu, ou alors on va le regarder pendant des générations, et là il va rapporter de l'argent pendant toute sa vie. Merci. Merci pour cet éclaircissement, Fifou. Alors, je voudrais donner la parole à quelqu'un, mais d'abord un petit commentaire là-dessus. Quand on va au Kenya ou en Tanzanie, on rentre dans des parcs nationaux, on paye cher l'entrée. Voilà, on paye très cher l'entrée. Je suppose que pour les Kenyans, je suis même sûr que pour les Kenyans ou les Tanzaniens, le tarif n'est pas le même. Ils peuvent y accéder, eux, à la beauté de leur propre pays, et heureusement. Mais pour les visiteurs internationaux, ils payent cher. Et du coup, ça rapporte beaucoup d'argent. Et il ne viendrait à l'idée de personne au Kenya, sauf malheureusement quelques braconniers, de remettre en cause cette richesse naturelle qui est un des piliers économiques du pays. Donc je pense que c'est ça l'enjeu. Voilà. Et les communautés locales ont un revenu universel dans ces pays-là qui est reversé au titre de cela. On va malheureusement pas prendre de deuxième question. Je voudrais donner la parole à Jonathan. Jonathan Mazumdar. Please stand up. I'll explain in French who you are. Because we haven't given him the floor yet. He will speak in English and I will translate. Jonathan came all the way from South Africa, so I wanted to acknowledge this. It's an international... excusez-moi. Jonathan est venu exprès d'Afrique du Sud pour cette conférence, donc je voulais quand même que vous puissiez tous l'identifier. C'est une conférence internationale, après tout, voilà. Et Jonathan travaille pour Growth Teams. C'est une organisation qui, un peu au même titre que l'organisation de Stéphane Dercon, conseille des gouvernements pour l'attraction de l'investissement, les stratégies de croissance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lui parler pendant la pause déjeuner, la pause de cet après-midi. Il a beaucoup d'expérience dans d'autres pays, et notamment sur l'écotourisme, notamment au Rwanda, parce qu'il a conseillé les dirigeants du Rwanda. Voilà. Et donc je trouvais intéressant de lui donner la parole sur l'écotourisme brièvement, et je vais traduire ce qu'il dit. I guess you figure what I said. More or less. Yeah, thank you so much. I'll keep it brief. I had the privilege of living and working in Rwanda, so I thought it might be worth sharing just a few insights from their path of developing what is really a very high-end nature-based tourism sector. J'ai eu le privilège de vivre au Rwanda, donc j'ai pensé que c'était intéressant de vous partager quelques leçons à ce sujet. There's, I think, two interesting components to highlight, and one is just the very limited number of, well, let me take a step back. The high-end tourism is based around gorilla tourism, so the mountain gorillas. There's only basically 3 countries in the world where you can go visit them. DRC, Uganda and Rwanda. Le tourisme là-bas est basé sur les gorilles de montagne qu'on ne peut voir qu'en RDC, en Ouganda et au Rwanda. And so the two interesting components, I think, to highlight of the model are, one, the limited permits and access. So they limit very intentionally the number of visitors to see the tourists, or see the gorillas. Deux choses importantes à souligner. La première, c'est qu'ils limitent volontairement le nombre de personnes qui peuvent accéder à cette attraction spécifique.
and then a share of permit revenues are directly funneled to the local communities surrounding the national parks as a way of funding local infrastructure, schools, healthcare. Et du coup, l'accès est cher et une bonne partie des revenus est reversée aux communautés qui entourent la zone pour les écoles, le développement communautaire, etc. And so what that enables is you have a very premium product and sector. You have a sort of mechanism to actually protect the natural habitats of these animals and the environment, and a way to actually bring resources to the local communities around them. Voilà, donc le fait de réussir à promouvoir un élément du patrimoine naturel comme quelque chose de premium, ça permet de générer beaucoup de revenus et de les partager avec les personnes qui vivent dans la zone. And last thing I'll say is that there's one interesting component around the governance of this. So the national parks and the tourism is managed by the Rwanda Development Board, which is the main private sector development agency in the country. And they have specific teams and units focused on marketing the country, the opportunity, trying to bring in tourists, put in place all the things that are needed to grow the sector. Voilà. Donc en fait, ils ont des gorilles uniques au monde, donc c'est un avantage, mais il y a des choses uniques au monde à Madagascar aussi. Mais la façon dont ils l'ont réussi, ils ont réfléchi stratégiquement, c'était leur Economic Development Board of Rwanda. Is that the name? Yeah, Rwanda Development Board. It's like The Rwanda EDPM. Development Board. Donc c'est une unité stratégique vraiment au cœur de la machine étatique qui pilote les orientations stratégiques du développement, et ils ont mis l'écotourisme là-dedans avec une réflexion très stratégique. Ils ne l'ont pas traité comme un sujet à la marge. Voilà. Donc merci beaucoup, Jonathan. Est-ce qu'on peut applaudir Jonathan qui est venu exprès d'Afrique du Sud? By the way, can I ask everyone who came on purpose from abroad for this conference to stand up? Because we have, Pascal over there. Stefan is not here now. Well, there was Stefan, Nick, Pascal. Stefan is there, and Nassima also, and Jonathan. So thank you very much. So Jonathan has ample experience from the Rwanda model, how Rwanda managed to do this bet on development. You know, they had le Rwanda a eu des heures très sombres dans son histoire, et à un moment a réussi à faire le pari du développement. Vous savez tous que c'est un des pays où il y a des leçons à apprendre. Donc Jonathan a beaucoup de choses à raconter là-dessus, donc profitez-en pendant cette journée. Voilà. Merci à tous. Thank you so much, and welcome to Madagascar. Thank you for your presence and for sharing your expertise. Ok, on va poursuivre. Malheureusement, on n'a plus autant de temps, donc on va juste prendre note des questions brûlantes. Vous pouvez les partager aux facilitateurs, facilitatrices après, pour qu'on puisse les traiter une autre fois. Mais je vais déjà passer la parole à Monsieur Johan pour présenter sa synthèse sur les chaînes de valeur agroécologiques. Merci. Je tenais d'abord à remercier les deux groupes, la vingtaine de personnes qui ont bien voulu joindre l'atelier sur l'agroécologie et les filières associées. Donc juste pour rappeler d'où est-ce que nous sommes partis avant cet atelier, en fait, donc une population sans cesse croissante, une production qui ne suit pas, comment nourrir 60 millions de personnes d'ici 2050. Si je parlais des 150 kilos de riz par habitant par an, c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'une bonne partie de la population a faim, donc comment nourrir cette population-là. Voilà. Pourquoi l'agroécologie? Parce que je disais aussi en intro, peut-être certains ont suivi dans les infos les 2300 scientifiques qui ont signé une tribune hier contre la dérégulation des pesticides. Donc c'est pas trop dans l'air du temps d'aller vers la chimie à outrance. C'est pas une exclusion complète, bien sûr. Donc plein d'idées sont ressorties de ce groupe. C'était pas facile de prioriser les quick wins, mais déjà, plutôt que de rentrer dans des logiques d'assistanat, de subvention à outrance, en fait, il y a eu vraiment une série d'indépendances qui ont été soulevées par le groupe. Indépendance semencière déjà, valoriser les variétés locales. Il y en a des centaines dans le riz, dans le maïs, etc. L'indépendance aussi par rapport aux engrais, parce que pour produire plus, il faut forcément fertiliser, entretenir les sols. Et là aussi, en fait, on peut faire un pas de côté et pas rester dans la logique chimie. Et donc
certaines techniques permettent aux petits producteurs locaux d'être autonomes en engrais, et grâce à des engrais verts, au choix des bonnes semences, etc., qui permettent de produire ces engrais. Ensuite, en fait, de poursuivre les efforts en faveur de l'agrégation agricole, c'est-à-dire comment structurer, organiser les producteurs autour de privés qui vont valoriser ces produits sur les marchés. Peut-être ça demandera certaines réformes, mais il y a un cadre déjà existant. Accompagner les coopératives dans leur formalisation, peut-être envisager certains accompagnements, certaines défiscalisations au niveau des coopératives. Et enfin, tout ce qui est infrastructure et revenus aussi. L'environnement associé à l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qui est sécurisation de l'accès au foncier, la gouvernance coopérative, la gouvernance du foncier aussi. Donc là, c'était les quick wins. Maintenant, sur tout ce qui est moyen, long terme et structurant, en fait, ne pas oublier que les infrastructures sont extrêmement importantes. Donc l'accès à l'eau, les dessertes, les routes, les pistes, les ouvrages de franchissement. Ça demande des moyens, ça demande du temps, mais c'est important. Tout ce qui est valorisation aussi des produits locaux, comment on peut reporter les récoltes grâce à la transformation en produits stockables. C'est important aussi de poursuivre les efforts en faveur de l'industrialisation locale. Voilà, puis la sécurité, elle est valable partout, donc sécuriser les producteurs locaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan. Et surtout, merci au groupe d'avoir évoqué aussi la question du foncier dedans. Ça m'a interpellée personnellement. Comme j'avais dit tout à l'heure, nous n'allons pas encore passer dans les questions pour le moment. Par souci du temps, on a encore 5 autres secteurs à traiter après. Mais merci beaucoup. Ce sera consultable et vous pourrez demander des questions. Pardon. Ok, donc à présent je passe la parole à Monsieur Hinge et Madame Marie-Louise pour présenter la synthèse du groupe Cuisson Propre. Okay. Déjà, merci à notre groupe pour leur contribution. D'après les obstacles qui ont été identifiés, nous avons pu ressortir 3 quick wins et 2 projets stratégiques. Donc, nous avons identifié la sensibilisation des bénéficiaires, plutôt axée vers l'orientation clean cooking. Après, le renforcement de capacité des promoteurs et la recherche et développement, puisque on a besoin des produits qui sont testés, qui sont des produits de qualité également. Les clients méritent vraiment des produits de qualité. Et le 3e point, c'est la vulgarisation des technologies pour passer à l'échelle et réduire les coûts. On a beaucoup parlé de l'accessibilité aux produits de clean cooking, qu'ils ne sont pas assez accessibles, ils sont trop chers, donc ce n'est pas compétitif au charbon de bois et au bois de chauffe, donc c'est pour cela qu'on a choisi ça. Pour le projet stratégique, on a beaucoup parlé des mesures incitatives, donc qui est l'allègement fiscal et douanière. C'est, on va dire, c'est la mesure la plus qui avait le plus de votes en fait dans le groupe. Et enfin, il y a le cadre réglementaire pollueur-payeur, puisqu'on a toujours parlé des ménages, l'impact sur les ménages, mais on a identifié également qu'il y a les industries également qui utilisent beaucoup de bois de chauffe dans leur processus de production. Donc, c'est pour cela qu'on a pu identifier cette action-là. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup et bravo à vous. Ce groupe était assez large et ils ont travaillé longtemps pour faire cette synthèse, donc merci plus.
pour vos efforts. Ok, donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de les noter pour qu'on puisse les recueillir et les transmettre à ce groupe. Par la suite, j'invite Monsieur Manzac à nous présenter la synthèse sur le secteur de l'eau. Merci. Donc, je tiens à rappeler, comme pendant la présentation de la problématique, l'importance du secteur de l'eau dans presque toutes les activités. Donc, comme mes collègues ont cité tout à l'heure, parmi tous ces secteurs, il y a toujours l'implication de l'eau, c'est-à-dire l'accès à l'eau. Avant d'entrer dans les quick wins, j'ai une petite question pour nous. Dans tout Madagascar, nous avons 24 régions avec 18 ethnies et 18 dialectes différents. Quel est selon vous le seul mot qui est le même dans tous ces dialectes, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? C'est Ran, pour dire l'importance et la place de cette ressource dans notre vie. Et est-ce que quelqu'un peut lever la main? Qui est-ce qui n'est pas d'accord que l'eau, c'est la vie? Personne? Ok, on est tous censés donc. Mais parmi le taux de participation, nous étions 3e ou 4e place, nous étions 11 facilitateurs inclus. Donc, un des quick wins que nous avons identifié, c'est vraiment la vulgarisation de ce secteur à un public plus large que ceux qui sont directement concernés par le secteur. Et ce, par des campagnes de communication, d'éducation, sur l'importance de cette ressource, puisque toutes les activités, non seulement l'accès à l'eau, on ne peut pas parler de tourisme sans eau, on ne peut pas parler d'agriculture sans eau, on ne peut même pas parler de cuisson, puisque avec quoi on va cuire le riz sans eau. D'où l'importance donc d'une vulgarisation massive donc, du secteur. Ensuite, le secteur de l'eau doit obligatoirement s'aligner aux politiques générales de l'État, qui notamment donc, encourage l'implication effective du secteur privé et faire de l'eau et l'assainissement un socle de développement. Et pour s'aligner dans ces deux points, il faut donc l'engagement et l'implication effective des entrepreneurs. Ça fait parmi des axes de cet atelier aussi. Donc, un des quick wins que nous avons identifié, c'est le développement des mécanismes de tarification équitables et basés localement, puisque les entrepreneurs donc, qui sont gestionnaires d'eau, à part la Jirama, ne sont pas impliqués dans la tarification, mais les gens comparent la tarification à la Jirama. Donc, pour étendre les activités des gestionnaires d'eau dans les communes rurales, il faut un mécanisme de tarification équitable. Ensuite, pour les projets stratégiques, nous avons identifié deux principaux points. Une coordination et suivi plus renforcé du secteur, axé sur la décentralisation effective, le transfert des ressources aux communes qui sont les concernées localement, et d'établir un comité de suivi national et régional dans ce sens. Et finalement, le dernier point, c'est établir donc un système de financement structuré et ciblé du secteur en favorisant les partenariats privés-publics, en adoptant des régimes fiscaux adaptés et finalement en mobilisant correctement les bailleurs de fonds sur ce secteur. C'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup, Manzac. Et merci beaucoup pour nous rappeler ce terme unificateur, RAM. Effectivement, on n'y pense pas, mais c'est un de ces mots qui revient toujours dans notre langue, peu importe la région et la dialecte. Et d'ailleurs, l'eau, ça fait partie des biens communs. Qu'on oublie que c'est un bien commun, c'est pas seulement à quelques personnes. Ok, donc c'est à nous tous de gérer. Merci beaucoup.
Et enfin, mais non la moindre, je passe la parole à Madame Sandrina pour nous parler de ce qu'ils ont discuté dans la valorisation de l'économie informelle. Merci beaucoup. Donc, je tiens d'abord à remercier tout le groupe qui a fortement participé. Nous avons eu des personnes, des opérateurs économiques, des associations. Nous avons aussi des personnes du secteur bancaire. Donc, beaucoup d'acteurs différents qui se sont intéressés à la question de l'informalité, des métiers informels. Concernant les quick wins directement, il a été relevé au fait que beaucoup d'initiatives pour résoudre les problématiques concernant les métiers informels ont déjà été engagées, mais qu'il y a vraiment un problème de continuité par rapport à ces initiatives-là. Et il faudrait d'abord, dans tous les cas, les multiplier et les poursuivre. Sur les quick wins, principalement, donc, nous avons discuté de la question de la formation et de l'information. Comme il y a Encore une fois, il y a des initiatives existantes pour permettre à tout le monde de se formaliser. Les propositions se sont axées sur une modernisation de la formation à l'information, par exemple à travers des tutoriels pour expliquer aux gens, pour expliquer au grand public les modalités de formation, les principes et tous les organismes nécessaires justement pour que ces personnes puissent rentrer dans la formalité. À part cela, effectivement, il y a aussi tout ce qui est facilitation au niveau de l'administration. Cette question-là rentre plus dans les thématiques sur les solutions stratégiques, puisque toucher l'administration tend vraiment vers une réforme profonde qui devrait s'axer sur la digitalisation et l'accessibilité et la flexibilité des systèmes en fait pour faciliter cette transformation progressive du monde informel vers le secteur formel. Donc on a parlé de la standardisation des statuts, mettre à disposition et la standardisation des statuts juridiques pour les secteurs, les petits entrepreneurs, mettre à disposition aussi des micro-certificats, faciliter l'accès à des guichets uniques pour pouvoir vraiment se rapprocher, avoir une administration de proximité pour se faire cet accompagnement. Le deuxième point stratégique que nous avons soulevé aussi, ça a été la création et la mise en place ou la multiplication des structures d'accompagnement pour ces petits métiers, pour ces métiers dans l'informalité. Donc on a parlé des couveuses d'entreprises, on a parlé de centres des métiers agréés, on a aussi parlé de l'accompagnement et des réformes concernant les coopératives et la refonte fiscale de celles-ci pour justement permettre aux métiers de se renforcer, de se regrouper autour de plateformes qui puissent porter fort la voix et les besoins et les problématiques de chaque secteur et résoudre justement leurs difficultés en termes de formalisation et surtout les accompagner dans le développement de leur secteur. Voilà en globalité, mais on a donc en résumé, c'est faciliter l'accessibilité, digitaliser et vivre dans notre monde d'aujourd'hui, autant pour les métiers les plus précaires que pour les métiers les plus reconnus. Merci.